Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'interview d'experts. Le sujet aujourd'hui, la transition vers la facturation électronique, ce que les entreprises doivent savoir. Alors, on reçoit Philippe Perrotin aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Donc Philippe est directeur associé chez BMA, spécialiste de la maîtrise des risques et de tous les sujets de compliance. Il accompagne les groupes dans leurs projets complexes. Il a notamment accompagné déjà pas mal de groupes sur les sujets de la facturation électronique. Et donc, c'est pour ça qu'on va l'interroger ce matin. Alors Philippe, première question. Donc la facturation électronique devient une obligation légale dans pas mal de pays européens, et notamment en France. Pourrais-tu nous rappeler le calendrier d'application français? Alors, le calendrier d'application français, on a deux dates, on a aujourd'hui deux jalons. Alors, la réforme avait été initialement prévue, on devrait déjà être dans Ah un oui, monde de la facturation électronique. Je crois que le démarrage était prévu initialement pour juillet 2024, ça a été repoussé. Et on a aujourd'hui deux jalons qui sont le 1er juillet 2026, le 1er septembre pardon, 2026 et le 1er septembre 2027. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que le jalon du 1er septembre 2026 va s'imposer à tout le monde pour l'aspect de réception des factures au format électronique. C'est-à-dire que le 1er septembre 2026, indépendamment de la taille de la structure juridique, on va commencer à recevoir, les entreprises commenceront à recevoir de la part de certains fournisseurs des factures au format électronique. Donc il faudra être en capacité de les recevoir à ce moment-là et de les intégrer dans le système comptable. Les deux jalons sont pour l'aspect émission des factures, donc des factures clients, autrement dit. 1er septembre 2026 pour les ETI et les grandes entreprises. 1er septembre 2027, qui est une date au plus tard, pour les TPE et les PME. Ça veut dire qu'une TPE ou une PME peut anticiper le passage dès le 1er septembre 2026 ou d'ici le 1er septembre 2027. Il n'y a pas de contrainte particulière, c'est une date au plus tard pour ces structures. En rappelant que la notion de taille, comme on est sur une réforme qui concerne la TVA et les assujettis à la TVA, la notion de taille s'applique au niveau de l'entité légale. Donc pour un groupe, on peut tout à fait se retrouver dans une situation où certaines filiales sont des ETI ou des grandes entreprises, donc ont l'obligation au 1er septembre 2026, et certaines filiales seront des TPE-PME. Libre à chaque groupe de faire une transition one-shot, tout le monde au 1er septembre 2026, ou égrener des vagues d'ici le 1er septembre 2027 pour celles qui n'ont pas d'obligation particulière en 2026. D'accord. En plus, oui, il y a eu quelques rebondissements dernièrement parce que finalement, l'État, si j'ai bien compris, a décidé de ne plus faire l'intermédiaire et que tous les flux devaient passer par des PDP. Exactement. L'État, dans la réforme initiale, l'État proposait ce qu'il appelait le PPF, le portail public de facturation. Donc l'État se proposait un service, en quelque sorte, d'outil de facturation pour un certain nombre d'entreprises. Donc, chacun, dans la réforme initiale, était libre soit d'accéder directement au portail et de facturer via le portail, soit d'avoir recours à un acteur, ce qu'on appelait à l'époque les OD ou les PDP. Le 15 octobre, par communiqué de presse, l'État a changé un peu le contenu de la réforme, a abandonné, en tout cas s'est désengagé de cet aspect du portail de facturation, et donc confie au seul PDP la responsabilité de traiter ces flux d'émission-réception de factures électroniques et de dépôt de factures électroniques sur sa plateforme. Le principe d'un agrégateur des factures au format électronique pour l'État, sur le portail de l'État, subsiste. Ce changement a pour conséquence effectivement que désormais, peu importe la taille, peu importe la société, peu importe sa taille, son secteur, tout le monde devra avoir recours de façon nécessaire à une PDP, une plateforme partenaire de dématérialisation, qui sont des entités qui seront immatriculées par l'État pour servir d'intermédiaire sur cette réforme. Oui, il y a une liste avec des plateformes, les plateformes qui sont agréées, alors pré-agréées pour l'instant. Oui, alors la notion est encore, la notion est un peu floue. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors la liste bouge tous les jours, donc on doit être pas loin des 80 PDP préinscrits. Le principe étant que les PDP ont dû répondre à un cahier des charges qui a été versé directement à l'AIFE qui a fait une revue peu sommaire du cahier des charges. Donc aujourd'hui, on est sur une immatriculation dite provisoire, puisqu'on est sur un déclaratif de cahier des charges de la part des PDP. Il va y avoir un temps de certification des PDP qui arrivera
le calendrier n'est pas défini, mais très certainement courant 2025. Et donc, seuls les PDP qui ont reçu une certification et donc qui ont une immatriculation définitive pourront jouer ce rôle d'intermédiaire. D'accord. Alors toi, de ce que tu as pu observer sur le marché aujourd'hui, où en sont un petit peu les groupes sur le sujet? C'est relativement disparate. Ce qu'on observe surtout, notamment à la fois quand on rencontre des groupes de toute taille dans les interventions dans des conférences ou auprès de nos clients, c'est que c'est un sujet qui est encore relativement peu avancé. Je pense que c'est un sujet qui a été pris en charge très rapidement par les très très grosses structures, type les entités CAC 40, parce qu'ils ont une masse de flux, une complexité de flux, qu'il fallait démarrer très tôt les projets. Par contre, ils avaient en plus anticipé en fonction du précédent calendrier. Ouais. Exactement, ils avaient anticipé le précédent calendrier. Par contre, pour la plupart des groupes qu'on rencontre, et des groupes déjà d'une certaine taille, y compris des sociétés middle market, côté, non côté, on est quand même dans un temps où le sujet commence tout doucement à germer, les entreprises commencent à réfléchir à la façon de le faire, mais on est encore dans un temps où les sujets n'ont pas été appréhendés, traités. On est pour l'instant dans l'accompagnement, notamment auprès de nos clients, dans une phase d'état des lieux. Savoir L'état des lieux, qu'est-ce qu'on a comme flux et comment on va vouloir les traiter demain. D'accord. Alors moi j'ai un peu étudié la question, mais en tant que néophyte, hein, mais c'est vrai que le sujet paraît extrêmement complexe et le diable se cache dans les détails. Oui. As-tu des exemples, toi, de cas clients pour illustrer cette complexité? Alors, ce qui est très amusant, c'est que on a dans nos cas clients qu'on a rencontrés, on a eu un peu les deux opposés dans le spectre. C'est-à-dire qu'on a rencontré des cas clients qui étaient extrêmement simples, parce que assez peu de flux ou des flux de type ligne avec des flux qui partent sur des filiales qui sont quasiment exclusivement à l'étranger. Et donc ça commissionne complètement le sujet du invoicing. Il y a deux pans dans la réforme, ce qu'on appelle le invoicing, qui est la facture électronique, et le e-reporting, qui agrège tous les flux qui échappent au invoicing. Donc c'est toute la facturation vers des non assujettis à la TVA. Les particuliers. Alors c'est des particuliers, c'est du B2C, ou c'est tout le B2B international. C'est toutes les transactions interco ou vers des tiers externes d'entreprises établies à l'étranger, donc hors champ de la TVA. Et donc quand on a eu ce cas-là où on est rentré très vite dans un sujet de e-reporting. Il faut savoir, il faut traiter comment on va aller chercher l'information dans les outils de facturation. Donc ce qui dégonfle assez rapidement le sujet. Par contre, effectivement, c'est une réforme qui est assez complexe, qui nécessite d'appréhender les différentes modalités de facturation. Et ce qu'on observe chez nos clients, il y a deux éléments qui viennent surtout mettre de la difficulté dans le projet. Le premier, c'est qu'au cas par cas, quand on fait l'analyse des flux de facturation, on se rend compte que, alors pour des questions, c'est pas forcément, c'est parfois des choix volontaires à assumer. C'est pas dans un but de truquer, mais c'est uniquement un choix de gestion qui a été fait. On se rend compte que appliquer la règle telle qu'elle est définie, telle qu'elle est précise dans le cahier des charges, on a des petits ou gros effets de bord sur la façon dont on traite les flux de facturation, sur la TVA, sur l'impact TVA que ça peut avoir. Et donc, on doit être amené à repenser les process, on doit être amené à reparamétrer les schémas de TVA, les schémas de facturation dans les outils. Donc, c'est un travail qui est relativement long et profond et qui implique plusieurs acteurs. Deuxième difficulté, quand on est dans un groupe qui est très intégré, dans lequel on a un seul outil comptable, un seul ERP, un seul outil de facturation, une seule base tiers client, c'est assez facile, c'est relativement plus facile à manœuvrer. Oui. Des groupes qui ont grandi par croissance externe, qui vont avoir de multiples filiales, avec chacun sa base tiers client, mais des tiers communs, des clients communs. Il y a un travail de fond à mener, parce que chacun va être dans son outil de facturation, sur des sujets relativement connexes. Tout le monde ne va pas exactement traiter le flux de la même façon, on ne va pas avoir le même niveau d'information, donc il va falloir commencer à aligner tout le monde. Et puis il y a un travail à faire qu'il ne faut pas négliger, c'est que demain, pour facturer, il va falloir facturer des entités avec un couple nom d'entité sirène qui sera un miroir dans l'annuaire des entreprises que va mettre à disposition l'État sur sa plateforme. Et ça demande de faire un nettoyage des bastières. Et on se rend compte que, typiquement, ne serait-ce qu'avoir un sirène ou un ciré pour chaque tiers client dans une bastière, c'est quelque chose qu'on rencontre assez peu, finalement, chez nos clients. Donc, il y a un temps de mise en qualité des bastières qui n'est pas neutre. Et donc, plus on a de bastières et plus on a de bastières volumineuses, plus on a un effet de levier sur le temps à passer pour mener ce type de projet. D'accord. Moi, j'avais un exemple aussi. Je discutais avec un client qui est un gros retailer
et qui me disait, ça c'est du flux B2C, pas de sujet, mais on s'est rendu compte qu'il y avait certains de nos clients qui arrivaient dans le magasin et en fait faisaient des achats pour le compte de leur société et demandaient une facture. Et donc ça devient un flux B2B. Mais comment en caisse peuvent gérer l'émission d'une facturation électronique? Et ça devient tout de suite complexe sur un détail qui est finalement assez basique. Ouais, dès qu'on rentre dans les détails, effectivement, il faut faire attention justement à ces flux qui sont pas très volumineux, mais qui jusqu'à présent, on les traitait de façon extrêmement manuelle, et là, il va falloir les traiter dans un outil, dans un format électronique. Ça nécessite de repenser effectivement un petit peu l'organisation, un peu voire beaucoup. Alors toi, qui est spécialiste dans la maîtrise des risques, quels sont les principaux risques, à ton avis, qu'il faut maîtriser ou éviter, je dirais, dans le cadre de ce type de projet? C'est de la conduite de projet, c'est de la conduite de projet qui peut être plus ou moins long. Donc c'est du projet qui doit être organisé. Il faut avoir un pilote, quelqu'un qui va venir gérer le projet, qui va s'assurer que tout le monde travaille en bonne synchronisation. Et surtout, c'est un projet qui va venir influer sur différents sujets à différents niveaux dans l'entreprise. On peut être amené à impacter les process à la fois d'émission de facturation, à la fois de réception et de circuit de validation de factures. Il ne faut pas oublier qu'on émet les factures au format électronique, mais on en reçoit aussi. Donc il y a cependant de suivi de notre flux de factures entrantes. On peut être amené à venir toucher des éléments de paramétrage dans les outils de facturation. On en a parlé sur le paramétrage de TVA, sur les mentions obligatoires sur facture, sur le détail qu'on va mettre dans les factures. Donc, dès l'instant qu'on commence à rentrer dans des travaux, dans des modifications, vraiment dans le corps système, où on vient changer du paramétrage, mais il faut être organisé comme dans un projet de conduite de déploiement d'outils ou de mise à niveau d'outils. Ça suppose d'y aller de façon organisée, pragmatique, de tester, d'avoir une phase de test pour être sûr que tout se passe bien. On ne peut pas commencer à changer les paramètres puis à lancer de la facturation client comme ça sans avoir un projet, une recette sur ce. Ouais. En fait, finalement, il est assez transversal parce qu'il y a des sujets d'IT, il y a des sujets de fiscalité, il y a des sujets de comptabilité, il y a peut-être quelques sujets juridiques aussi. Donc, oui, c'est très transverse, c'est au niveau du groupe. Il y a aussi les filiales qui sont concernées. Oui. Donc, je pense que c'est intéressant de se faire accompagner par un chef de projet pour coordonner un petit peu tout ça. Oui, c'est effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est un projet qui effectivement implique énormément d'acteurs. Et ça serait une erreur de penser que c'est uniquement un projet comptable ou uniquement un projet d'outils en disant c'est simple, il suffit de mettre toutes les factures en PDF et basta. Ça implique différents acteurs. On le voit nous, auprès de nos clients quand on les accompagne, quand on fait les ateliers de cadrage, les ateliers de travail pour faire l'analyse des flux, l'analyse des cas d'usage. On a autour de la table énormément de parties prenantes. On a effectivement des gens de la comptabilité, alors ça peut être des gens du credit management, après ça dépend comment chaque société fait la facturation. Des gens côté fournisseurs également. Donc on a typiquement les entreprises, les groupes plus structurés qui vont avoir un pool fournisseur, de contact fournisseur, CSP fournisseur. Ces gens-là jouent un rôle également. Il y a l'IT qui est impliqué parce qu'on vient toucher les outils, on vient toucher les flux. Il faut aller chercher de l'information. On l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des effets de bord fiscaux, donc ça appelle à un moment d'avoir autour de la table soit le fiscaliste interne, soit son conseil fiscal pour s'assurer qu'on n'est pas en train de se mettre en risque sur un sujet fiscal, sur un sujet de TVA. On a vraiment comme ça une multitude d'acteurs dans l'entreprise. Donc effectivement, pour mener le projet, c'est important d'avoir quelqu'un qui cadre tout ça, ne serait-ce que quelqu'un qui cadre les agendas de tout le monde, parce qu'il y a du monde à mettre autour de la table, et qui s'assure que tous les sujets sont traités et que quand il y a un sujet qui remonte comptablement, est-ce qu'il y a un effet de bord fiscal, est-ce que je dois aller consulter le fiscaliste, etc., quel impact sur l'IT. Et donc il faut arriver à avoir quelqu'un qui joue ce rôle de chef d'orchestre. Ok. Donc alors ça, oui, donc projet long, complexe, comment dire, qui nécessite un cadrage préalable et puis un accompagnement dans la durée. Alors on a vu qu'il y a plusieurs pays qui ont déjà déployé la facturation électronique et notamment il y a l'Italie et le Mexique, à ma connaissance.
Et finalement, alors au-delà de tous ces inconvénients et ces risques, il y a aussi des avantages, j'imagine. Alors oui, il y a des avantages et je pense qu'il faut sur ce genre de projet, on a deux options. C'est une réforme qui est obligatoire, soit on subit la réforme parce que c'est une obligation, soit on en profite pour aller chercher un minimum de valeur ajoutée. Et effectivement, il y a des avantages. Il y a des avantages pour les plus petites structures qui sont aujourd'hui pas forcément encore dotées avec des outils de démat, ne serait-ce que de la démat fournisseur. Pour traiter de la facture, il y a un intérêt à rentrer dans ce mode-là, parce que ça permet quand même d'accélérer un petit peu la mécanique de flux, ça te décharge sur des tâches de traitement papier de facture, de saisie de facture. Et puis, pour les entreprises qui sont déjà plus établies, c'est aussi l'occasion un peu de repenser ces process. Ça fait jamais de mal de repencher sur des chaînes de facturation, alors à la fois sur le flux de facturation sortant, mais également dans tout le flux de facturation entrant. De se dire, est-ce que aujourd'hui j'ai un circuit de validation, est-ce qu'il est suffisamment performant, est-ce que je peux accélérer la mécanique. Donc c'est une façon de rebalayer les choses, de revoir comment on est organisé et d'essayer d'optimiser sa propre organisation. Et avec, in fine, en point de sortie, c'est aussi ce que met en avant l'État, mais je persiste à croire qu'il y a quand même un fond de vérité dedans. C'est que dès l'instant qu'on va être dans des flux de facturation qui seront beaucoup plus normés, on peut s'attendre quand même, alors peut-être pas dans un premier temps, parce qu'on va devoir, les premiers devront un petit peu essuyer les plates mécaniquement de cette réforme, d'un projet de transformation comme celui-ci, mais on peut s'attendre à ce que ça fluidifie les schémas de facturation, à ce qu'on ait moins de rejets de facture pour des problèmes de conformité de mention et pas de fond. Et donc, mécaniquement, ça accélère le traitement des factures et que ça accélère aussi les délais de recouvrement. Donc, il y a probablement quelque chose à les gagner aussi en matière de cash pour les entreprises. Ouais, donc, cash is king. Donc, effectivement, ça peut être un moteur intéressant pour les groupes. OK, Philippe, on a fait un tour rapide. Merci pour tous tes conseils et ton expertise. Et je te souhaite une excellente journée. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée, Frédéric. Merci, au revoir. Au revoir.